Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Spindler de la mairie de Villefranche. On est très heureux de vous accueillir dans cette salle municipale, du conseil municipal, dans une configuration différente. On est très heureux d'accueillir ces 5 à 7 qui sont toujours très passionnants et sur une thématique qui nous intéresse particulièrement, nous collectivités, et puis qu'on essaie de rendre très concrète, y compris à Villefranche, donc la rénovation énergétique performante si possible. Donc on a, comme toute collectivité, des projets, donc on a des collègues dans la salle ainsi que des élus qui sont là pour pouvoir suivre les débats et échanger peut-être. Merci donc aux organisateurs de nous avoir sollicité aussi pour cette organisation, puisque c'est toujours intéressant de pouvoir vous accueillir, les professionnels, les collectivités ou autres intéressés sur ce sujet. Donc place au débat et bonne discussion. Eh bien merci Nicolas. Donc bienvenue à la 9e édition des 5 à 7 de l'éco-construction. Vous connaissez bien la formule maintenant, hein, 2 heures d'échange entre professionnels. On est là pour discuter. Et cette édition sera, comme toutes les autres, réécoutable en ligne sur le site écoconstruction-rhône.fr. Donc à tous vos amis qui sont inscrits et qui ne sont pas venus ou qui arriveront en retard, dites-leur bien de réécouter tout ce qu'on va se dire sur le site internet. Donc aujourd'hui, on va parler de la rénovation thermique performante qu'on estime possible et rentable. Donc on le sait, le secteur du bâtiment est fortement émetteur de CO2, c'est environ 1/4 des émissions de gaz à effet de serre nationales et c'est 50% de la facture énergétique. Donc la France s'est engagée à réduire ses émissions de CO2 d'un facteur 4 d'ici 2050. Donc le bâtiment est au premier plan concerné. Donc le bâtiment neuf, il devrait être plus performant. La RT 2012 nous le promet en tout cas. Mais il ne représente que 1 à 2% du parc existant. Donc il va falloir s'attaquer à de la rénovation. La rénovation, pour respecter nos engagements internationaux, n'est-ce pas, sur le climat, mais aussi pour se sortir de l'étau financier que représente la facture énergétique, puisque je rappelle, Monsieur Chevet, directeur de la DGEC, signalait dans une interview dans Actu Environnement en août dernier que 80% du déficit commercial de la France, c'est la facture énergétique. Voilà, donc ces rénovations devront donc être performantes, et pour cela, elles devront être globales et traiter des postes jusque-là laissés de côté, comme l'étanchéité à l'air, les ponts thermiques, etc. Donc il faudra traiter un maximum de postes, et il faudra aussi que ces rénovations thermiques soient nombreuses. L'État nous annonce un plan de rénovation de 500 000 logements d'ici 2017. On verra ce qu'il en est. Pour atteindre 38% d'économie d'énergie d'ici 2020. Le facteur 4, c'est 75% d'économie d'énergie d'ici 2050. Donc il y a plusieurs manières d'atteindre ce 38% d'économie d'énergie à 2020. Soit on rénove la moitié du parc existant au facteur 4, à 75%, et au global on aura atteint les 38%. Soit on rénove tout le parc à 38% d'économie d'énergie, mais là il faudra faire attention de ne pas compromettre l'atteinte du facteur 4 plus tard. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous propose un tour d'horizon de la rénovation thermique performante avec des acteurs de terrain qui vont nous faire part de leurs témoignages. Donc on commencera par Yann Crévolin de Espul, l'espace Info Énergie du Rhône hors Grand Lyon, qui nous exposera la rénovation thermique face à l'augmentation du prix de l'énergie. Madame Élise Balédier de Villeurbanne et Est-Habitat nous présentera le point de vue d'un maître d'ouvrage. Christophe Julien du groupement EFI Réno nous parlera du point de vue de l'entreprise. Son assureur, Monsieur Delaye de GEPCA, exprimera le point de vue de l'assureur par rapport à ses groupements et à la performance énergétique en rénovation. Monsieur Druz de la Banque Populaire des Alpes nous parlera du point de vue du banquier, du nerf de la guerre. Et Monsieur Chanu, président de la FFB Rhône-Alpes, qui n'est pas encore parmi nous, conclura tout à l'heure en nous exposant les conclusions du groupe de travail qui travaillait sur l'exploration de l'obligation de la rénovation dans le résidentiel. Voilà, donc chaque intervenant, on est entre nous, on n'est pas nombreux. Oh là, je t'ai oublié, Mickaël, pardon.
et Michael du cluster Énergie Rhône-Alpes qui nous parlera de son action notamment d'aide au groupement d'entreprises. Désolé encore. Voilà, donc on n'est pas nombreux, on est entre nous, il y a un temps d'échange qui est prévu entre chaque intervention. N'hésitez pas à intervenir et voilà, je serai là pour rappeler le timing pour que on finisse à peu près à l'heure et conclure par un buffet comme d'habitude. Donc Yann, c'est à toi, tu peux te saisir de ce micro-là. Voilà, c'est tout bon. Tu as ta petite télécommande et c'est parti. Ok, on entend là, c'est bon. Donc bonjour à tous. Donc voilà, moi je vais vous faire une petite mise en bouche sur les enjeux de la rénovation énergétique qui vont se retrouver face à un contexte d'augmentation du prix de l'énergie. Donc dès qu'on va parler effectivement de rénovation énergétique ou de rénovation thermique du bâtiment, se pose inévitablement la question de la rentabilité. C'est véritablement une question qui est au centre des enjeux. Si j'investis tant, est-ce que je vais espérer à un moment avoir un temps de retour sur investissement pour cet investissement? Le prix de l'énergie, quand on regarde un petit peu l'histoire, on va dire récente, comment il a évolué depuis une dizaine d'années, depuis les années 2000, on constate que le prix de toutes les énergies augmente, sans exception. L'électricité, le fuel, le gaz, le bois, toutes les énergies augmentent. Et dans des proportions qui sont, ça a toujours été comme ça, et depuis 2002, dans des proportions qui s'accentuent. En moyenne, le prix du fuel, alors ça dépend de l'année de référence et de l'année à laquelle on termine la comptabilité, mais le fuel augmente à peu près de 6,5, 7,5% par an. Le gaz naturel, c'est à peu près aussi 6%. Alors après, on a des énergies qui augmentent un peu moins vite, l'électricité, mais qui est en train de rattraper là, notamment au cours des dernières années. Et d'après ce qu'on entend dire sur les années à venir, effectivement, il va y avoir un rattrapage qui sera de plus en plus rapide et important. Alors si on prend un cas type d'une maison, tel que nous on rencontre assez fréquemment dans notre activité d'espace info-énergie, donc de conseils gratuits auprès des particuliers, où on travaille donc sur un secteur qui est plutôt rural, donc le Rhône Grand Lyon, on est très fréquemment, le cas type c'est une maison, 120 mètres carrés, très fréquent, qui date des années 70-80, et quand on fait une analyse de facture qui consomme à peu près de l'ordre de 180 kWh par mètre carré par an de chauffage uniquement. Chauffage. C'est une maison, donc voilà, en milieu rural, souvent il y a une vieille chaudière fuel qui peut être d'origine ou pas. Et assez fréquemment, la facture qu'on observe, c'est de l'ordre de 2000 € de fuel pour se chauffer. Voilà, en 2012 en moyenne. C'est les cas, on va dire, les plus fréquents. Alors, quand on regarde effectivement comment a pu évoluer la facture énergétique de ce ménage, si on se projette dans les années 2000, quelle était sa facture à ce ménage? Ce même ménage payait à peu près 700 € dans les années 2000. Pour la même maison, il n'y a pas eu de travaux effectués depuis, c'est laissé tel quel depuis 10 ans. Elle payait 700 €. En 2006, 1400. À l'heure actuelle, c'est plutôt 2000 €. Et on pourrait se poser la question, comment ça va évoluer? Est-ce que cette tendance va perdurer? Alors, si on se prend juste au jeu de poursuivre les courbes, de poursuivre la tendance actuelle observée depuis 10 ans seulement, quel serait l'horizon, quel serait le prix qu'elle payerait ce ménage pour les 15 années qui suivent? On arrive à un prix pour la tendance, si je poursuis donc pour le fuel, on serait à environ 4700 € par an de facture à l'horizon 2025. Après, on peut se projeter dans un autre scénario, très optimiste, où le prix du fuel augmente que de 4% par an, ce sera peut-être 3000 €, ou dans une hypothèse plus pessimiste encore, à dire le prix du fuel augmente de façon plus importante que ce qu'on observe depuis 10 ans, en moyenne, et avec une augmentation qui serait de l'ordre de 12% par an, auquel cas la facture s'élèverait jusqu'à 8000 € par an. C'est 12% par an, c'est pas non plus complètement fantaisiste, c'est ce qu'on observe depuis 3-4 ans, en termes d'augmentation de prix. Voilà, donc on peut déjà voir qu'il y a différents scénarios possibles avec effectivement à la clé une facture qui est en décrochage complet avec l'évolution du pouvoir d'achat de ce ménage. L'évolution moyenne du pouvoir d'achat de ce ménage. Certains ont peut-être vu leur pouvoir d'achat augmenter dans ces proportions-là, mais on va dire que c'est pas la majorité.
Donc voilà, ça c'est si on présente un scénario, vous ne faites rien pendant les 15 années qui suivent, dans quelle situation vous risquez de vous retrouver. Maintenant, scénario 2, envisageons le cas d'une rénovation à partir de maintenant. Sur ce ménage, il y a une rénovation complète, intégrale, hein, donc avec un investissement estimé à 40 000 euros. Je vous ai mis ici une décomposition des différents postes. Donc on prend vraiment que les coûts de la rénovation thermique, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément prendre des coûts annexes, donc avec de l'isolation par l'extérieur. Donc sur une petite maison 120 mètres carrés, généralement ce qu'on voit passer comme devis, on est aux alentours de 17 000 euros, 150 euros du mètre carré. C'est une moyenne, hein. C'est pas forcément représentatif de tous les cas de figure, on pourra être plus cher ou moins cher, c'est une moyenne. Des menuiseries, hein, remplacement de toutes les menuiseries par du double vitrage extrêmement performant, 400 euros du mètre carré, on arrive à peu près à 7200 euros sur une maison. Isolation des combles, allez, 35 euros du mètre carré, on voit un peu large, 4000 euros. On isole le plancher bas, pareil, le plancher bas est pas trop compliqué à isoler, qu'on a un espace en dessous qu'on peut isoler en sous-face, ça reste assez simple. Une double flux, 4000 euros, une double flux qui coûte un peu cher, qui est compliqué à installer, 4000 euros. Et le remplacement de la chaudière par une chaudière flambant neuve à condensation moderne. Voilà. Donc on arrive à peu près à un forfait global uniquement sur le volet thermique, 40 000 euros d'investissement. On se pose la question voilà, qui va être au centre, est-ce que si j'investis ces 40 000 euros, je vais pouvoir un jour espérer les rentabiliser, c'est-à-dire compenser cet investissement grâce aux économies d'énergie que j'ai réalisées, en rappelant qu'aujourd'hui je paye 2 000 euros d'énergie. Ce type de rénovation, si on s'appuie sur les rapports de simulation du cabinet Enertech Olivier Sidler, dans la plupart des cas, on arrive effectivement à avoir un niveau de consommation dit basse consommation, donc avec une consommation au mètre carré par an qui est de l'ordre de 50 kWh par mètre carré par an. Voilà. Dans la plupart des cas de figure, encore une fois, il y aura toujours des exceptions, mais en moyenne, en traitant tous ces postes-là de cette manière, de façon impeccable et en partant du principe que du jour au lendemain, l'occupant ne va pas passer son thermostat de 20 à 26 degrés, normalement on devrait arriver à ce niveau de consommation. Alors comment ça va quel va être l'impact sur sa facture? Alors vous voyez sur ce graphique un petit peu barbare, hein, deux courbes qui évoluent. La première, c'est celle que vous observez en rouge, est une évaluation de l'évolution de sa facture sur 20 ans. Donc la première année c'est 2000, voilà, avec une hypothèse d'augmentation du prix de l'énergie qui est de 4% par an, donc qui est très conservatrice, qui est loin de ce qu'on observe aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 7,5 pour du fuel. Donc année 1, je paye 2000 euros, si je ne fais rien, voilà, je me retrouve à l'année 20 à payer 4000 euros. Maintenant, dans les scénarios où j'investis 40 000 euros pour rénover niveau basse consommation ce logement. Ces 40 000 euros, comment je les finance? Aujourd'hui, on a un dispositif assez intéressant qui est le prêt à taux zéro hein, pour la rénovation, donc qui finance 30 000 euros et je vais avoir besoin d'apporter encore 10 000 euros. Partons du principe que les 10 000 euros résiduels, je les finance avec du prêt classique, du prêt à taux bonifié, hein, à 3% de 2,8 dans ces eaux-là. Au final, je vais avoir, je fais un petit peu vite, je vais avoir sur une quinzaine d'années, le remboursement de mon prêt à taux zéro, ça me coûte 2 000 euros par an, le remboursement de ce prêt. 2 000 euros chaque année que je vais devoir rembourser. J'ai un prêt à taux zéro, j'ai un prêt classique où j'ai aussi 1 000 euros sur une durée plus courte, qui va être de l'ordre de 10 ans, que je vais devoir rembourser. Donc la rénovation, là, me coûte 3 000 euros par an. Et je vais avoir un résiduel qui est, je paye toujours de l'énergie. C'est pas parce que j'ai rénové facteur 4 basse consommation que je paye plus d'énergie. Non, je paye toujours un petit peu d'énergie, hein, de l'ordre de 700 euros. Donc au final, l'année 1, je m'aperçois que oui, en finançant intégralement par du prêt, la rénovation chaque année me coûte plus cher que l'État laissait faire. En moyenne sur 10 ans, ça me coûte 100 euros de plus par mois. 100 euros de plus voilà, par mois, si je prends en compte remboursement des prêts, plus coût de l'énergie. Voilà, entre la situation j'ai rénové basse conso et la situation initiale je ne fais rien.
En revanche, une fois que j'ai réussi à rembourser mes prêts, et c'est le moment où vous voyez les deux courbes, la courbe bleue et la courbe rouge qui se croisent, c'est l'instant à partir duquel le coût de l'énergie plus le remboursement des prêts qui me restent devient inférieur au prix que j'aurais payé mon énergie cette année-là. Et ce qu'on observe, c'est que sur les 10 années suivantes, globalement, je paye 255 € de moins par mois entre la situation j'ai rénové et la situation je n'ai pas rénové. Donc une fois que j'ai remboursé mon prêt. Et au final, sur 20 ans, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, au final, entre le remboursement du prêt, les intérêts, etc., est-ce que j'ai gagné de l'argent ou pas? Dans ce cas de figure, oui, au final, j'ai gagné un petit peu d'argent, pas beaucoup, 7500 €, 7100 €, voilà, juste sur de l'énergie que j'ai économisée. Je compte pas là-dedans, effectivement, le fait que la rénovation m'a peut-être permis de valoriser mon bien et de lui redonner de la valeur. Ça, je le prends même pas en compte. Autre situation qui aujourd'hui représente peut-être un peu plus la tendance actuelle, le prix de l'énergie augmente de 7,5% par an, le prix du fioul. Alors voilà, je me retrouve dans cette situation-là où je vais avoir donc les premières années, c'est pareil, les 10 premières années en moyenne, ça va me coûter un peu plus cher, de l'ordre de 80 € de plus par mois. Et en revanche, une fois que j'ai remboursé mon prêt, j'économise de l'ordre de 500 € par mois. Au final, sur 20 ans, le gain que je vais générer sera de l'ordre de 28 000 € entre je ne fais rien et je rénove en investissant 40 000 € et en les investissant grâce à du prêt. Donc, est-ce que la rénovation énergétique est rentable? La réponse, dans ce cas précis, là, cet exemple un peu, on va dire, typique, oui, dès lors qu'on prend en compte, on inclut dans les calculs l'hypothèse d'augmentation du prix de l'énergie, qui, encore une fois, est en décrochage complet avec le pouvoir d'achat de ce ménage. Personne n'a vu ça. Enfin, voilà, le pouvoir d'achat n'augmente pas de 7,5% par an. Alors, au milieu de ça, on pourrait se poser la question, oui, mais peut-être que dans la majorité des cas, les travaux seront pas de 40 000, mais de 50 000, parce qu'il faut que je prenne un maître d'œuvre au final, parce que je vais avoir un cas un peu particulier à traiter, ça va me coûter plus cher. Ok, ça va peut-être coûter un peu plus cher. Peut-être que je vais recevoir des subventions, j'en ai pas parlé, mais il y aura du crédit d'impôt, il y aura l'ANA a relevé les plafonds auxquels on pouvait être éligible, un ménage pouvait être éligible pour obtenir des aides ANA, donc on peut obtenir plus facilement de ce type d'aide avec des montants d'aide qui eux aussi ont été relevés, qui sont passés de 5 à 8 000 €. Voilà, il y a d'autres facteurs qui vont avoir une influence à la fois sur mon coût d'investissement, qui vont avoir peut-être le prix de l'énergie va aussi augmenter de plus de 7,5% par an. C'est encore une fois, on n'a pas de boule de cristal ici. On est juste là pour se dire, qu'est-ce qui se passe si la tendance qu'on observe se poursuit ou s'aggrave. Alors, la petite analyse de sensibilité qu'on a réalisée, c'est la suivante. Alors, vous voyez ici encore un graphique un petit peu barbare. Avec, en bas, vous voyez différentes hypothèses d'augmentation du prix de l'énergie. Voilà, si l'énergie augmente de 3%, 4%, jusqu'à 12% par an. Et sur l'axe, sur votre gauche, les économies que j'aurais générées sur 20 ans, en comptant que j'ai rembourse mon investissement et que derrière, je génère des économies d'énergie. Si j'ai 40 000 € de travaux, c'est la courbe bleue, si l'énergie augmente de 3% par an, je réussis à peine à être rentable. Je génère quasiment pas d'économie financière. Si ça augmente de 12% par an, je génère jusqu'à presque 80 000 € d'économie. Maintenant, si mes travaux me coûtent 60 000 €, ils me coûtent plus cher, ça va être plus difficile de les rentabiliser, de fait. Là, je vais trouver une rentabilité dès lors que le prix de l'énergie augmente de 6% par an. Et plus le prix de l'énergie va augmenter de façon importante, plus je vais rentabiliser. Et ainsi de suite, pour 80 000 €, là, il faudrait que le prix de l'énergie augmente de 8-9% par an pour pouvoir rentabiliser. 100 000 €, 11%. Voilà. Vous avez compris le principe. Alors là, on est parti du principe que ces simulations sont réalisées uniquement avec 100% d'emprunt. Donc 30 000 € avec du prêt à taux zéro et le reste avec du prêt classique. Donc avec au milieu de ça des coûts de prêt qui peuvent être relativement importants dès lors qu'on est sur des sommes d'investissement qui vont dépasser les 40 000 €.
Donc si on fait la même simulation avec 30% de fonds propres, eh ben, inévitablement, on va améliorer la rentabilité du projet. Plus on va avoir de fonds propres, plus on va pouvoir avoir une rentabilité qui sera intéressante. Et donc, si je prends sur des coûts de travaux de 80 000 euros, par exemple, il suffit que le prix de l'énergie augmente de 6% par an et je suis déjà rentable, quoi. Et plus l'énergie va augmenter de façon importante, plus je rentabiliserai mon projet. Voilà, donc moi j'en ai fini pour ma partie. Merci, c'était des graphiques compliqués mais des explications assez claires, j'espère. C'est le moment de peut-être poser quelques questions avant qu'on passe à l'intervenant suivant, s'il y en a dans la salle, sur cet exposé. Allez-y. Attends, pardon, on va vous faire passer un micro, il arrive. Bonjour. Sur le dernier graphique, on a parlé de 30 000 euros d'apport. Pardon, d'apport en fonds propres. Oui. Ça prend en compte le fait que l'argent n'est plus placé sur des prêts qui rémunèrent. Alors non, effectivement, ça prend pas en compte le fait que cet apport, je l'aurais peut-être placé ailleurs et que ça m'aura fait gagner par ailleurs un peu d'argent. Pas complet, quoi. Ça reboucle pas effectivement avec une utilisation potentielle autre de l'argent dès lors que j'ai intégré des fonds propres. Pas sur ce graphique-là, non. Une ou deux autres questions avant qu'on passe. Oui. Moi, vous prêchez un convaincu. Je pensais pas qu'on faisait des simulations avec 7,5% à peu près. Hein, j'avais plus de 5% en moyenne, mais peu importe. Là, on voit clairement l'intérêt pour un retour sur investissement sur 20 ans, c'est-à-dire sur du long terme. On peut convaincre des particuliers qui investissent leur maison pour toute leur vie, on va dire, ou presque. Ça a du sens. En revanche, si on reste dans le domaine des particuliers, si on est un ménage qui ne sait pas se projeter à 5 ans ou 10 ans, là, on peut imaginer que c'est plus hésitant. Et puis, dans un domaine autre que le secteur des particuliers, de la maison individuelle, lorsqu'on a des investisseurs industriels ou même des propriétaires qui vont relouer, qui n'ont pas forcément une vision patrimoniale à long terme, quel argument avancer dans les schémas? Ouais, alors effectivement, là, l'argumentation, elle est uniquement purement économique, chiffre, calcul. Elle est absolument pas là pour dire que, finalement, c'est facile de faire de la rénovation. Autrement dit, tout le monde ferait effectivement de la rénovation au facteur 4, il n'y aurait plus de questions à se poser. Effectivement, il y a un certain nombre de freins derrière, dont nous, ce qu'on cherche à démontrer, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même encore un frein sur le raisonnement en coût global, et il y a effectivement une importance d'essayer d'argumenter et de donner de la visibilité sur l'évolution potentielle des factures énergétiques des ménages. Bon, je suis désolé, on va prendre juste une question là-bas, puis après on va passer aux autres pour pas perdre trop de temps. Juste, comment on fait, étant donné qu'on a à peu près 50% de nos clients potentiels qui ont plus de 65 ans, pour leur vendre un retour sur investissement de 20 ans? Qu'ils investissent pour leurs petits-enfants. Voilà, je me permets de conclure pour passer au prochain témoignage. La rénovation énergétique performante face à l'augmentation du prix de l'énergie, ça marche en théorie. Si les travaux sont bien faits, si l'usager se comporte correctement, il n'y a pas trop de dérives, et si le maître d'ouvrage, dès le départ, passe une commande très claire pour aller vers de la rénovation thermique performante. Alors, Élise Balédier, le point de vue du maître d'ouvrage par rapport à ça, qu'est-ce que vous en dites ? Voilà, donc je vais vous exposer le point de vue du maître d'ouvrage. Tout d'abord, Villeurbanne et Stabilitas, c'est à peu près 8000 logements gérés sur la région lyonnaise, donc essentiellement sur Villeurbanne et sur Vaux-en-Velin. Pour nous, une réhabilitation thermique performante, c'est pas qu'une réhabilitation thermique, c'est une intervention globale sur le bâtiment, puisque on gère nos bâtiments et qu'il y a plein de besoins qui ne sont pas forcément thermiques. Donc sur la remise à niveau des équipements du bâtiment. Et puis on cherche aussi à améliorer le confort du locataire, donc l'amélioration du logement, et puis l'amélioration des espaces extérieurs. Donc on fait des interventions globales sur les résidences.
Cependant, le volet thermique est le volet essentiel, le volet qui mobilise le plus de financement. Et puis, c'est aussi le volet qui nous permet d'avoir les financements pour faire ces réhabilitations globales. Dans notre plan stratégique patrimonial, donc qui fixe un peu les interventions de l'Office sur ces résidences, on s'est donné comme objectif un niveau HPE rénovation, donc 150 kWh d'énergie primaire par mètre carré an. Donc c'est un niveau minimum qu'on s'impose au niveau de toutes nos réhabilitations. Il se trouve que actuellement, on a plutôt tendance à aller plus loin que ce niveau-là pour diverses raisons. Mais essentiellement lié au financement et puis parce que finalement les financements ils évoluent beaucoup mais ils permettent quand même de nous convaincre souvent de passer du niveau HPE au niveau BBC. Donc je vais du coup détailler un peu ces financements. On a tout d'abord des financements de la région depuis 2011 avec des financements différents si on est au niveau HPE ou au niveau BBC, donc incitatif pour passer au niveau BBC. On a des financements de la ville de Villeurbanne depuis 2009, liés à la performance énergétique également, mais qu'on obtient dès un niveau HPE rénovation. On a des financements du Grand Lyon actuellement dans le cadre d'un protocole expérimental, dans le cadre du plan climat. Voilà, donc on ne sait pas exactement ce que ça deviendra après l'expérimentation, mais pour l'instant, il y a une sélection d'opérations qui vont pouvoir en bénéficier, des opérations qui commencent avant mars 2014. Ensuite, on a eu des aides du FEDER à un moment. Pour l'instant, il n'y en a plus, mais il devrait y en avoir à nouveau à partir de 2014. Et puis, on finance également nos opérations avec des exonérations de TFPB à hauteur de 25% du montant des travaux d'économie d'énergie. Et puis, grâce à la vente des CE, qu'on capitalise dans le cadre des réhabilitations. Et on utilise également le dispositif de la 3e ligne. Donc, on fait participer les locataires. Donc, il y a une 3e ligne de quittance. On fait participer les locataires à hauteur de la moitié des économies d'énergie escomptées sur l'opération. Voilà. Mais l'objectif essentiel pour le... Du coup, l'objectif essentiel pour nous, pour le maître d'ouvrage, c'est quand même de maîtriser les charges des locataires. Donc on essaie d'avoir une vision globale, non seulement de la diminution des consommations, mais également tous les abonnements, tout ce qui permettrait tout ce qui ferait évoluer les charges des locataires. Ensuite, je voulais vous parler des spécificités. Comment ça va ? Voilà. Quelles spécificités sur ces réhabilitations ? Donc en fait, ces réhabilitations, pour les anticiper, on fait d'abord des diagnostics préalables, des diagnostics énergétiques qui nous permettent d'identifier quel bouquet de travaux on va pouvoir réaliser pour obtenir un niveau de performance donné et donc connaître les financements dont on pourra bénéficier pour financer les travaux. Et c'est à partir donc de ces scénarios qu'on fait notre choix sur est-ce qu'on part sur un niveau HPE rénovation, donc 150 kWh, ou sur un niveau BBC à 80 kWh. Donc c'est pour nous aider à fixer la commande au maître d'œuvre qui va étudier l'opération. Voilà. Après, le souci en ce moment, c'est que vu que les financements évoluent et que du coup on a tendance à faire évoluer notre cible, il se peut que les maîtres d'œuvre commencent à travailler sur un niveau HPE et qu'ensuite on leur demande d'évoluer vers un niveau BBC. Ensuite, il y a une spécificité qui concerne la perméabilité à l'air, parce que si on décide de passer au niveau BBC, on fait certifier les opérations. Et donc, on a des objectifs en termes de perméabilité à l'air à l'issue des travaux. Donc, pour atteindre ces objectifs, on fait d'abord des tests avant pour savoir à quel niveau on est. Et ensuite, on sensibilise au démarrage des travaux les entreprises pour
pour qu'elle soit consciente du niveau de perméabilité à l'air qu'il faut qu'on atteigne après les travaux et qu'elle soit attentive à ce point-là. Ensuite, l'autre spécificité des réhabilitations énergétiques, c'est que la réduction des consommations à l'issue de ces réhabilitations est très liée au comportement des locataires. Les travaux ne font pas tout. Du coup, il y a une attention particulière à la sensibilisation des locataires. Donc on émet un livret locataire pour essayer de les sensibiliser aux gestes verts. Et puis parfois on fait des actions complémentaires, dont je vous parlerai plus tard. Enfin, en tant que gestionnaire des résidences, c'est important pour nous d'analyser le retour d'expérience sur les réhabilitations. Donc on fait un suivi de consommation particulièrement important sur les 2 années qui suivent la réhabilitation, pour essayer de voir quel est le résultat obtenu par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé au départ avec l'étude thermique. Alors on rencontre plusieurs difficultés dans le cadre de ces réhabilitations. La première, je vous en ai déjà parlé, donc par rapport au financement qui évolue beaucoup et auquel on s'adapte parce qu'il faut être opportuniste sur les financements pour faire de belles opérations. Donc ça introduit quand même de la complexité au niveau des études pour les maîtres d'œuvre. Ça demande beaucoup d'adaptation. Il y a aussi le taux de TVA qui a évolué et qui impacte forcément le financement de nos opérations. Ensuite, on a un souci par rapport aux travaux qu'on arrive à faire en dehors des travaux énergétiques, parce que les travaux énergétiques représentent un coût très important pour pouvoir atteindre les niveaux que nous demandent les financeurs pour pouvoir obtenir toutes les subventions et puis les prêts intéressants pour le financement de nos opérations. Et du coup, une fois qu'on a réalisé le volet, qu'on a pris en compte le volet énergétique, il reste plus énormément pour remettre en état le parc. En fait, on a à peu près 50% du budget qui est pris par le volet énergétique. Donc il nous reste 50% pour faire tout ce qu'il y a à faire ensuite sur les réhabilitations. Donc on a constaté qu'il y avait à peu près 25% qui étaient pris par la remise à niveau des différents équipements, la remise à niveau par rapport à la réglementation, et qu'il nous reste du coup à peu près 25% pour améliorer la résidence, améliorer les logements et les espaces extérieurs. Voilà, donc c'est un problème de bailleur. Ensuite, concernant les travaux en site occupé, donc c'est pas évident d'intervenir à l'intérieur des logements, même si c'est important pour pouvoir améliorer les logements des locataires, parce que ça demande une coordination très importante. Donc pour les premières réhabilitations, c'est le maître d'œuvre qui s'en occupait, mais on s'est vite rendu compte que c'était beaucoup de travail d'assurer l'interface entre les locataires et les entreprises. Du coup, dans les nouvelles réhabilitations, on fait appel à une MOS, donc une maîtrise d'œuvre sociale, qui assure la diffusion des informations et une bonne communication avec les locataires, et aussi entre les locataires et les entreprises pour faciliter le travail du maître d'œuvre. Donc il récolte les réclamations et il nous en fait part, et puis il fixe les rendez-vous entre les entreprises et les locataires pour que tout se passe bien. Par rapport, donc le point d'après, les difficultés rencontrées, il y a l'amiante. On ne peut pas ne pas en parler puisque c'est un thème qui est de plus en plus fort et qui nous empêche de plus en plus d'intervenir dans les logements, puisque maintenant, pour pouvoir faire un retrait d'amiante au niveau des sols, au niveau de la faïence, on est obligé de reloger les locataires temporairement. On ne peut pas faire ces travaux en site occupé. Du coup, c'est un surcoût pour les réhabilitations qui ne va pas aller en diminuant, puisque les réglementations vont plutôt dans le sens de se durcir et évoluent très vite dans ce domaine.
Et enfin, la dernière difficulté que je voulais évoquer ici concerne la communication avec les locataires sur l'impact des travaux sur leurs charges. Puisqu'on fait des études préalables pour réussir à définir de quelle façon la consommation va diminuer. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est pas évident de réussir à faire le lien avec la réduction des charges effectives suite aux travaux. Surtout que les premières études se font donc au lancement de l'opération et que la fin des travaux, c'est 1 an et demi, enfin c'est même 2 ans, 3 ans plus tard. Donc le prix de l'énergie évolue et c'est pas évident du coup en tout début d'opération de réussir à communiquer avec nos locataires sur l'impact qu'auront les travaux sur leurs charges. Donc je voulais partager avec vous le résultat d'une réhabilitation, la première réhabilitation véritablement énergétique qu'on a réalisée, puisqu'elle a pu se réaliser aussi avec des financements FEDER. Donc c'est l'opération de réhabilitation des Noirettes à Villeurbanne, 256 logements donc ces 3 bâtiments qui ont une réhabilitation énergétique avec des travaux d'isolation en façade, donc 15 cm de polystyrène expansé en façade, des travaux de ventilation. On est passé d'une VMC autoréglable à une VMC hydroréglable B. Et on est également intervenu sur le réseau de chauffage pour améliorer la régulation du réseau de chauffage. Ce qu'on a pu observer, mais on n'a pas encore la totalité du gain puisqu'il y a des travaux sur le chauffage notamment qui se sont terminés seulement fin 2012, donc on n'a pas de recul sur cela. Les autres ont été réalisés en 2010 et 2011. Donc pour l'instant, sur le gain qui était escompté suite aux études thermiques, on aurait dû avoir un gain de 86% sur le chauffage, donc c'était énorme. Dans le suivi de consommation qu'on a réalisé, on observe pour l'instant un gain de 54%, ce qui est déjà pas négligeable. Mais sur ce gain de consommation, on observe que avec ce gain de consommation, on observe que les charges des locataires n'ont baissé que de 31%. Donc c'est dû en partie à l'évolution du prix de l'énergie qui a augmenté sur la même période de 13%. Et du coup, on n'a pas des économies de charges au même niveau que le gain de consommation. Voilà. Ensuite, pour communiquer donc sur cette réhabilitation et sensibiliser le locataire, il y a eu plusieurs démarches qui ont été entreprises. Tout d'abord, il y a eu une fresque qui a été réalisée par la société Cité Création sur les pignons de la résidence et sur les redans pour essayer de donner du sens à cette réhabilitation énergétique et exprimer sur les pignons l'énergie, donc faire le lien entre l'énergie qu'on économise et l'énergie qui est présente sur la résidence. Et puis aussi la réalisation de cette fresque s'est faite en collaboration avec les locataires, donc c'était pour les impliquer dans cette démarche de réhabilitation énergétique. Ensuite, il y a une action cette année par les médiataires. Alors médiataires, c'est des services civils qui vont dans les logements et discuter avec les locataires pour les sensibiliser aux gestes verts. Voilà, donc là, sur la résidence, il y a 15 familles comme ça qui ont été suivies cette année pour essayer de réduire leur consommation en améliorant leurs pratiques. Un autre élément, c'est le livret locataire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va être distribué aux locataires cette année pour leur présenter à la fois les gestes verts et aussi les équipements qui ont été installés dans leur logement dans le cadre de la réhabilitation et leur dire comment les utiliser comme il faut. Et ensuite, un dernier point qui concerne le chauffage. Il y a une fiche qui leur a été communiquée par rapport au chauffage pour les sensibiliser aux économies qui peuvent être faites si on réduit
le chauffage. Donc si on réduit d'1 degré, on peut faire 7% d'économie de chauffage. Et puis pour leur expliquer que c'est normal si le radiateur n'est pas tout le temps très chaud, que la chaleur du radiateur dépend aussi de la température extérieure. Voilà, pour leur rappeler des principes simples qui leur permettent de mieux vivre le rapport au chauffage dans leur résidence. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou deux questions, interventions à la table ici, auprès d'Élise ou dans la salle? Bonjour. Comment est-ce que vous expliquez la différence de gain entre l'étude thermique et le suivi des consommations, à part le fait que tout n'ait pas été réalisé? Alors, l'étude thermique, elle est réalisée avec des hypothèses d'occupation, des hypothèses de fonctionnement du logement qui sont identiques pour toutes les études thermiques et du coup qui ne représentent pas la façon dont les habitants se comportent dans leur logement. Je pense que c'est dû à ça, à des hypothèses qui sont prises dans les calculs et qui ne sont pas conformes à la réalité. Voilà, c'est l'étude conventionnelle, oui, c'est le CEP. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur du surcoût d'une rénovation HPE ou BBC par rapport à la RT élément par élément, par exemple, et la proportion, ou en fourchette, des subventions que vous avez, pour qu'on voit un petit peu proportionnellement les mécanismes surcoût et compensation des aides? Alors c'est difficile de vous répondre comme ça, parce qu'en fait le surcoût il dépend beaucoup de la résidence. Sur certaines résidences, on voit qu'on peut très facilement atteindre le niveau BBC. Sur d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça dépend un peu de la compacité du bâtiment, des équipements existants sur la résidence. Donc, c'est difficile de dire, de donner vraiment un surcoût. En fait, c'est beaucoup du cas par cas dans la réhabilitation énergétique. Au niveau des financements, donc les financements qui sont différents, il y a la région. Au niveau HPE, ils financent à hauteur de 2 000 € par logement. Au niveau BBC, c'est 3 000 € par logement. Et après, pour la ville, c'est les mêmes. Pour le Grand Lyon, là, dans le protocole expérimental, il subventionne à hauteur de la moitié du surcoût entre HPE et BBC, avec un maximum de 5 000 € par logement. Voilà, mais du coup, voilà, c'est variable. Eh bien, merci pour ces réponses. Donc, vous l'avez dit, la rénovation thermique performante, ça peut marcher.